La Fontaine vit de la vie contemplative et visionnaire jusqu'à s'oublier lui-même et se perdre dans le grand tout. On peut presque dire qu'il végète plutôt qu'il ne vit. Il est là, dans le taillis, dans la clairière, le pied dans les mousses, la tête sous les feuilles, l'esprit dans le mystère, absorbé dans l'ensemble de ce qui est, identifié à la solitude. Il rêve, il regarde, il écoute, il scrute le nid d'oiseau, il observe le brin d'herbe, il épie le trou de taupe, il entend les langages inconnus du loup, du renard, de la belette, de la fourmi, du moucheron. Il n'existe plus pour lui-même, il n'a plus conscience de son être à part, son moi s'efface. Il était là ce matin, il sera là ce soir, comme ce frêne, comme ce bouleau. Un nuage passe, il ne le voit pas. Une pluie tombe, il ne la sent pas. Ses pieds ont pris racine parmi les racines de la forêt. La grande sève universelle les traverse et lui monte au cerveau, et presque à son insu, il devient pensée comme elle devient gland dans le chêne et mûre dans la ronce. Il la sent monter, il se sent vivre de cette grande vie égale et forte. Il entre en communication avec la nature, il est en équilibre avec la création. Et que fait-il? Il travaille. Il travaille comme la création même du travail direct de Dieu. Il fait sa fleur et son fruit, fable et moralité, poésie et philosophie, poésie étrange, composée de tous les sens que la nature présente aux rêveurs. Étrange philosophie qui sort des choses pour aller aux hommes. La Fontaine, c'est un arbre de plus dans le bois, le fablier. Une jeune souris, de peu d'expérience, crut fléchir un vieux chat, implorant sa clémence et payant de raison le raminagrobis, laissez-moi vivre, une souris de ma taille et de ma dépense est-elle achevé ce repas à messieurs vos enfants? Ainsi parlait au chat la souris attrapée. L'autre lui dit, tu t'es trompé, est-ce à moi que l'on tient de semblables discours? Tu gagnerais autant de parler à des sourds. Chat et vieux, pardonnez, cela n'arrive guère. Selon ces lois, descend là-bas, meurt. Et va-t'en tout de ce pas haranguer les sœurs filandières. Mes enfants trouveront assez d'autres repas. Il tint parole. Et pour ma fable, voici le sens moral qui peut y convenir. La jeunesse se flatte et croit tout obtenir. La vieillesse est impitoyable. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons montrer tout à l'heure un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient, à jeun, qui cherchait aventure, et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité, sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né, reprit l'agneau, je tête encore ma mère. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère, je n'en ai point, c'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge là-dessus. Au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans autre forme de procès. Les loups mangent gloutonnement. Un loup, dont étant de frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant, au gosier. De bonheur, pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt, voilà l'opératrice aussitôt en besogne, elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire, votre salaire. Dit le loup, vous riez, ma bonne commère, quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point qui ne meurent enfin, misérables. Les grenouilles, se lassant de l'état démocratique, par leur clameur firent tant que Jupin les soumit au pouvoir monarchique. Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique,
Ce roi fit toutefois un tel bruit en tombant que la jambe marécageuse, jambe fort sotte et fort peureuse, s'alla cacher sous les eaux, dans les joncs, dans les roseaux, dans les trous du marécage, sans oser de longtemps regarder au visage celui qu'elle croyait être un géant nouveau. Or, c'était un soliveau, de qui la gravité fit peur à la première, qui, de le voir s'aventurant, osa bien quitter sa tanière. Elle approcha, en tremblant, une autre la suivit, une autre en fit autant, il en vint une fourmilière, et leur troupe à la fin se rendit familière jusqu'à sauter sur l'épaule du roi. Le bon sire le souffre et se tient toujours quoi. Jupin en a bientôt la cervelle rompue. Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue. Le monarque des dieux leur envoie une grue, qui les croque, qui les tue, qui les gobe à son plaisir. Et Grenouille de se plaindre, et Jupin de leur dire, quoi, votre désir, à ses doigts croit-il nous astreindre? Vous avez dû, premièrement, garder votre gouvernement, mais l'ayant pas fait, il vous devait suffire que votre premier roi fût débonnaire et doux. Alors, de celui-ci, contentez-vous, de peur de rencontrer un pire. Il était une vieille ayant 2 chambrières. Elle filait si bien que les sœurs filandières ne faisaient que brouiller au prix de celle-ci. La vieille n'avait point de plus pressant souci que de distribuer aux servantes leurs tâches. Dès que Thétis chassait Phébus au crin doré, Tourès entrait en jeu, fuseaux étaient tirés, de ça, de là, vous en aurez, point de cesse, point de relâche. Dès que l'aurore, dis-je, en son char remontait, un misérable coq, à point nommé, chantait aussitôt. Notre vieille, encore plus misérable, s'affublait d'un jupon crasseux et détestable, allumait une lampe et courait droit au lit, où, de tout leur pouvoir, de tout leur appétit, dormaient les 2 pauvres servantes. L'une en trouverait un œil, l'autre étendait un bras, et toutes 2, très mal contentes, disaient entre leurs dents, maudit coq, tu mourras. Comme elle l'avait dit, la bête fut grippée. Le réveil matin eut la gorge coupée. Ce meurtre n'amenda nullement leur marché. Notre couple, au contraire, à peine était couché que la vieille, craignant de laisser passer l'heure, courait comme un lutin par toute sa demeure. C'est ainsi que le plus souvent, quand on pense sortir d'une mauvaise affaire, on s'enfonce encore plus avant. Témoin, ce couple et son salaire. La vieille, au lieu du coq, les fit tomber par là 2 Charybdes dans Scylla. Notre condition jamais ne nous contente. La pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placer. Qu'à chacun Jupiter accorde sa requête, nous lui rendrons encore la tête. Jupiter dit un jour que tous ceux qui respirent s'en viennent comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez singes, parlez le premier et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds, aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère, Lourd, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. Lourd, venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre, tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse, informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, dame baleine était trop grosse, dame fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella, car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupes envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. Se croire un personnage est fort commun en France. On y fait l'homme d'importance et l'on n'est souvent qu'un bourgeois. C'est proprement le mal François. La sotte vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si sot, donnant quelque image d'une autre, qui sans doute en vaut bien un autre. Un rat des plus petits voyait un éléphant des plus gros et raillait le marché un peu lent de la bête de haut parage qui marchait à gros équipage. Sur l'animal à triple étage, une sultane de renom, son chien, son chat et sa guenon, son perroquet, sa vieille et toute sa maison s'en allaient en pèlerinage. Le rat s'étonnait que les gens fussent touchés de voir cette pesante masse, comme si d'occuper ou plus ou moins de place nous rendait, disait-il, plus ou moins important. Mais qu'admirez-vous tant en lui, vous autres hommes? Serait-ce ce grand corps
qui fait peur aux enfants. Nous ne nous prisons pas, tout petits que nous sommes, d'un grain moins que les éléphants. Il en aurait dit davantage, mais le chat, sortant de sa cage, lui fit voir en moins d'un instant qu'un rat n'est pas un éléphant. Un chat, nommé Rodilardus, faisait de rats telle des confitures que l'on n'en voyait presque plus tant qu'il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait, n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou, et Rodilard passait chez l'agent misérable, non pour un chat, mais pour un diable. Or, un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme, pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats un chapitre en un coin sur la nécessité présente. Dès d'abord, leur doyen, personne fort prudente, opina qu'il fallait, et plutôt que plus tard, attacher un grelot au cou de Rodilard, qu'ainsi, quand il irait en guerre, de sa marche averti, il s'enfuirait sous terre, qu'il n'y savait que ce moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen, chose ne leur parut à tous plus salutaire, la difficulté fut d'attacher le grelot. L'un dit « je n'y vas point, je ne suis pas si sot », l'autre « je ne saurais », si bien que sans rien faire, on se quitta. J'ai maints chapitres vus qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre non de rat, mais chapitre de moine, voire chapitre de chanoine. Ne faut-il que délibérer, la cour en conseiller foisonne. Est-il besoin d'exécuter, on ne rencontre plus personne. Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. Tout babillard, Tout censeur, tout pédant se peut connaître au discours que j'avance. Chacun des trois fait un peuple fort grand, le Créateur en a béni l'engeance. une tortue était, à la tête légère, qui, las de son trou, voulut voir le pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, gens boiteux haïssent le logis. Deux canards, à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin, nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maints royaumes, maints peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. Marché fait, les oiseaux... Non, c'est pas ça. Non, faut pas déjà Oui, comme ça, mon c'est coco. troublant. Bah écoute, tu te rends compte Ah oui, je disais qu'on entendait vos feuilles dans le truc. Moi, Ah, j'entends. bah, on nous le dira après, mais laissons faire. Légère, qui, las de son trou, voulut voir le pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, gens boiteux haïssent le logis. Deux canards, à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin, nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maints royaumes, maints peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. Vous ne s'attendez guère de voir Ulysse en cette affaire. La t- Tu écoutais la proposition? Non, non, ça va. Une tortue était, à la tête légère, qui, las de son trou, voulut voir le pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers, gens boiteux haïssent le logis. Deux canards, à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin, nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maints royaumes, maints peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. Serrez bien, dirent-ils, gardez de lâcher prise. Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison. Justement au milieu de l'un et l'autre oison, miracle, criait-on. Venez voir dans les nues passer la reine des tortues. La reine, vraiment, oui, je la suis, en effet, ne vous en moquez point. Elle eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car lâchant le bâton, en desserrant les dents, elle tombe, elle crève au pied des regardants. Son indiscrétion, de sa perte, fut cause. Imprudence, babile et sotte vanité, et vaine curiosité, ont ensemble étroit parentage. Ce sont enfants tous d'un lignage. Rien ne pèse tant qu'un secret. Le porter loin est difficile aux dames. Et je sais même sur ce fait bon nombre d'hommes qui sont femmes.
Pour éprouver la sienne, un mari s'écria la nuit, étant près d'elle, « Oh Dieu, qu'est-ce là? Je n'en puis plus, on me déchire. Quoi? J'accouche d'un œuf? D'un œuf? Oui, le voilà, frais et nouveau pondu. Gardez bien de le dire, on m'appellerait poule. Enfin, n'en parlez pas. » La femme, neuve sur ce cas comme sur maintes autres affaires, crut la chose et promit ses grands dieux de se taire, mais ce serment s'évanouit avec les ombres de la nuit. L'épouse, indiscrète et peu fine, sort du lit quand le jour fut à peine levé, de courir chez sa voisine. « Ma commère, dit-elle, un cas est arrivé. N'en dites rien surtout, car vous me feriez battre. Mon mari vient de pondre un œuf gros comme 4. Au nom de Dieu, gardez-vous bien d'aller publier ce mystère. » Vous moquez-vous du l'autre? Oh, vous ne savez guère quelle je suis. Allez, ne craignez rien. La femme du pondeur s'en retourne chez elle. L'autre grille déjà de compter la nouvelle. Elle va la répandre en plus de 10 endroits. Au lieu d'un œuf, elle en dit 3. C'est pas encore tout. Car une autre commère en dit 4. Et raconte à l'oreille le fait. Précaution peu nécessaire, car ce n'était plus un secret, comme le nombre 2, grâce à la renommée, de bouche en bouche allait croissant, avant la fin de la journée, il se montait à plus d'100. Chacun a son défaut, ou toujours il revient, honte ni peur, ni remédie. Sur ce propos d'un conte, il me souvient, je ne dis rien, je n'appuie quelques exemples, un suppôt de Bacchus altérait sa santé, son esprit et sa bourse. Les gens n'ont pas fait la moitié de leurs courses, ils sont au bout de leurs écus. Un jour que celui-ci, plein du jus de la treille, avait laissé ses sens au fond d'une bouteille, sa femme l'enferma dans un certain tombeau. Là, les vapeurs du vin nouveau cuvèrent à loisir. À son réveil, il treuve l'attirail de la mort alentour de son corps, un luminaire, un drap des morts. Oh, dit-il, qu'est ceci? Ma femme est-elle veuve? Là-dessus, son épouse, en habit d'alecton, masqué, et de sa voix contrefaisant le ton, vient au prétendu mort, approche de sa bière, lui présente un chaud d'eau propre pour Lucifer. L'époux alors ne doute en aucune manière qu'il ne soit citoyen d'enfer. « Quelle personne es-tu » dit-il à ce fantôme. « La cellérière du royaume de Satan, reprit-elle, et je porte à manger à ceux qu'on clôt la tombe noire. Le mari repart sans songer, tu ne leur portes pas à boire. » J'oppose quelquefois, par une double image, le vice à la vertu, la sottise au bon sens, les agneaux au loup ravissant, le bœuf à la grenouille, faisant de cet ouvrage une ample comédie à 100 actes divers, et dont la scène est l'univers. Du temps que les bêtes parlaient, les lions, entre autres, voulaient être admis dans notre alliance. Pourquoi non? Puisque leur engeance valait la nôtre en ce temps-là, ayant courage, intelligence et belle hure. Outre cela, voici comment il en alla. Un lion de haut parentage, en passant par un certain pré, rencontra Bergère. À son gré, il la demande en mariage. Le père aurait fort souhaité quelque gendre un peu moins terrible. La donner lui semblait bien dur. La refuser n'était pas sûr, même un refus eût fait possible qu'on eût vu quelque beau matin un mariage clandestin, car outre qu'en toute manière la belle était pour les gens fiers, fille se coiffe volontiers d'amoureux à longue crinière. Le père, dont, ouvertement, n'osant renvoyer notre amant, lui dit « Ma fille est délicate. Vos griffes la pourront blesser quand vous voudrez la caresser. Permettez donc qu'à chaque patte on vous les rogne, et pour les dents qu'on vous les lime. En même temps, vos baisers en sont moins rudes, et pour vous plus délicieux, car ma fille y répondra mieux, étant sans ses inquiétudes. » Le lion consent à cela, tant son âme était aveuglée. Sans dents ni griffes, le voilà comme place démantelée, on lâcha sur lui quelques chiens. Il fit fort peu de résistance. Amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Tout est mystère dans l'amour. Ses flèches, son carquois, son flambeau, son enfance. Ce n'est pas l'ouvrage d'un jour que d'épuiser cette science. Je ne prétends au point tout expliquer ici. Mon but est seulement de dire, à ma manière, comment l'aveugle que voici, c'est un dieu. Comment dis-je, il perdit la lumière, quelle suite eut ce mal qui peut-être est un bien, j'en fais juge un amant, et ne décide rien. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble, celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une dispute vint, l'amour veut qu'on assemble là-dessus le conseil des dieux, l'autre n'eut pas la patience,
Elle lui donne un coup si furieux qu'il en perd la clarté des cieux. Vénus en demande vengeance. Femme et mère, il suffit pour juger de ses crimes. Les dieux en furent étourdis, et Jupiter, et Némésis, et les juges d'enfer, enfin toute la bande. Elle représenta l'énormité du cas. Son fils, sans un bâton, ne pouvait faire un pas. Nulle peine n'était pour ce crime assez grande. Le dommage devait être aussi réparé. Quand on eut bien considéré l'intérêt du public, celui de la partie, le résultat, enfin, de la suprême cour fut de condamner la folie à servir de guide à l'amour. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre. L'un d'eux, s'ennuyant au logis, fut assez fou pour entreprendre un voyage en lointain pays. L'autre lui dit: qu'allez-vous faire? Voulez-vous quitter votre frère? L'absence est le plus grand des maux, non pas pour vous, cruel, au moins que les travaux, les dangers, les soins du voyage changent un peu votre courage. Encore si la saison s'avançait davantage, attendez les zéphyrs qui vous pressent. Un corbeau tout à l'heure annonçait malheur à quelque oiseau, je ne songerai plus que rencontre funeste, que faucon, que réseau. Hélas, dirais-je, il pleut. Mon frère a-t-il tout ce qu'il veut? Bon souper, bon gîte, et le reste. Ce discours ébranla le cœur de notre imprudent voyageur, mais le désir de voir et l'humeur inquiète l'emportèrent enfin. Il dit: ne pleurez point, 3 jours au plus rendront mon âme satisfaite, je reviendrai, n'en peux compter de point en point mes aventures à mon frère, je le désennuierai. Quiconque ne voit guère n'a guère à dire aussi. Mon voyage dépeint vous sera d'un plaisir extrême, je dirai: j'étais là, telle chose m'avint. Vous y croirez être vous-même. À ces mots, en pleurant, ils se dirent adieu, le voyageur s'éloigne, et voilà. Un nuage l'oblige de chercher retraite en quelques lieux, un seul arbre s'offrit, tel encore que l'orage maltraita le pigeon en dépit du feuillage. L'air devenu serein, il part, tout morfondu, sèche du mieux qu'il peut son corps chargé de pluie. Dans un champ à l'écart, voit du blé répandu, voit un pigeon auprès. Cela lui donne envie, il y vole, il est pris. Ce blé couvrait d'un las les menteurs et traîtres à pas. Le las était usé si bien que de son aile, de ses pieds, de son bec, l'oiseau le rompt enfin. Quelques plumes y périt, et le pis du destin fut qu'un certain vautour à la serre cruelle vit notre malheureux qui, traînant la ficelle et les morceaux du las qu'il avait attrapé, semblait un forçat échappé. Le vautour s'en allait le lier, quand des nus font à son tour un aigle, aux ailes étendues, le pigeon profita du conflit des voleurs, s'envola, s'abattit auprès d'une masure, crut pour ce coup que ses malheurs finiraient par cette aventure, mais un fripon d'enfant, cet âge et sans pitié, prit sa fronde et du coup tua plus d'à moitié la volatile malheureuse qui, maudissant sa curiosité, traînant l'aile et tirant le pied, demi-morte et demi-boiteuse, droit au logis s'en retourna, que bien que mal elle arriva sans autre aventure fâcheuse. Voilà nos gens rejoints, et je laisse à juger de combien de plaisir ils payèrent leur peine. Amants, heureux amants, voulez-vous voyager? Que ce soit aux rives prochaines, soyez-vous l'un à l'autre un monde toujours beau, toujours divers, toujours nouveau. Tenez-vous lieu de tout, comptez pour rien le reste. J'ai quelquefois aimé, je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changer les bois, changer les lieux, honorés par les pas, éclairés par les yeux de l'aimable et jeune bergère pour qui, sous le fils de Cythère, je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments? Faut-il que tant d'objets si doux et si charmants me laissent vivre au gré de mon âme inquiète? Ah, si mon cœur osait encore se renflammer, ne sentirais-je plus de charme qui m'arrête? Et je passais le temps d'aimer? J'enchaîne pas trop vite après vous, Jean-Laurent. Entre ces deux fables-là, il y a un bon inspire. Il y a un bon Ça enchaîne dans la pensée, mais... Dans la pensée, oui.
disait un jour à la jeune Amarante, « Ah, si vous connaissiez comme moi certains mal qui nous plaît et qui nous enchante, il n'est bien sous le ciel qui vous parut égal. Souffrez qu'on vous le communique, croyez-moi, n'ayez point de peur, voudrais-je vous tromper, vous, pour qui je me pique des plus doux sentiments que puisse avoir un cœur. » Amarante aussitôt réplique, « Comment l'appelez-vous ce mal? Quel est son nom? » « L'amour. » Ce mot est beau. Dites-moi quelques marques à quoi je le pourrais connaître. Que sent-on? Des peines. Près de qui le plaisir des monarques est ennuyeux et fade. On s'oublie, on se plaît toute seule en une forêt. Se mire-t-on près un rivage? Ce n'est pas soi qu'on voit. On ne voit qu'une image qui sans cesse revient et qui suit en tout lieu. Pour tout le reste, on est sans yeux. Il est un berger du village dont l'abord, dont la voix, dont le nom fait rougir. On soupire à son souvenir. On ne sait pas pourquoi, cependant, on soupire. On a peur de le voir, encore qu'on le désire. Amarante dit à l'instant, « Ah, c'est là ce mal que vous me prêchez tant. » Il ne m'est pas nouveau, je pense le connaître. Tircis, à son but, croyait être, quand la belle ajouta, « Voilà tout justement ce que je sens pour Clidamant. » L'autre pensa mourir de dépit et de honte. Il est fort ce gens comme lui qui prétendent n'agir que pour leur propre compte et qui font le marché d'autrui. Le loup, en langue des dieux, parle aux chiens dans vos ouvrages. Les bêtes à qui mieux y font divers personnages, les uns fous, les autres sages, de telle sorte pourtant que les fous vont l'emportant. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mes gardes. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers, mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde, humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui repartit le chien. Quittez les bois, vous ferez bien, vos pareils y sont misérables. Cancres, airs et pauvres diables dont la condition est de mourir de faim, car quoi? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit, que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants, flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief, de toutes les façons, eau de poulet, eau de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien pelé. Et cela, lui dit-il, rien, quoi rien, peu de choses, mais encore le collier dont je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause, attaché, dit le loup. Vous ne courez donc pas où vous voulez, pas toujours, mais qu'importe, il importe si bien que de tous vos repas je ne veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, maître loup s'enfuit et court encore. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Alors, sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger, ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'allébord. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait, et de tous deux on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque près des cratins, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes, ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent. Il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit, comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arrive à la première. Eh bien, écriait-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter? Et que serait-ce si vous portiez une maison? Ne t'attends qu'à toi seul.
C'est un commun proverbe, voici comme Ésope le mit en crédit. Les alouettes font leur nid dans les blés quand ils sont en herbe, c'est-à-dire environ le temps que tout aime et que tout pullule dans le monde. Monstres marins au fond de l'onde, tigres dans les forêts, alouettes aux champs. Une pourtant de ces dernières avait laissé passer la moitié d'un printemps sans goûter le plaisir des amours printanières. À toute force, enfin, elle se résolut d'imiter la nature et d'être mère encore. Elle bâtit un nid, pond, couve et fait éclore à la hâte, le tout alla du mieux qu'il put. Les blés d'alentour mûrent avant que la nidée se trouvât assez forte encore pour voler et prendre l'essor. De 1000 soins divers, l'alouette agitée s'en va chercher pâture, avertit ses enfants d'être toujours au guet et faire sentinelle. Si le possesseur de ces champs vient avec son fils, comme il viendra, dit-elle, écoutez bien, selon ce qu'il dira, chacun de nous décampera. Sitôt que l'alouette eut quitté sa famille, le possesseur du champ vient avec son fils. Ces blés sont mûrs, dit-il, allez chez nos amis, les prier que chacun apportant sa faucille nous vienne aider demain dès la pointe du jour. Notre alouette de retour trouve en alarme sa couvée. L'un commence, il a dit que l'aurore levée, on fit venir demain ses amis pour l'aider. S'il n'a dit que cela, repartit l'alouette. Rien ne nous presse encore de changer de retraite, et c'est demain qu'il faut tout bon écouter. Cependant, soyez gais, voilà de quoi manger. Eux repus, tout s'endort, les petits et la mère. L'aube du jour arrive, et d'amis, point du tout. L'alouette a l'essor, le maître s'en vient faire sa ronde, ainsi qu'à l'ordinaire. Ces blés ne devraient pas, dit-il, être debout, nos amis ont grand tort. Et tort qui se repose sur de tels paresseux à servir ainsi lent. Mon fils, allez chez nos parents les prier de la même chose. L'épouvante est au nid plus forte que jamais. Il a dit ses parents, mère, c'est à cette heure. Non, les enfants, dormez en paix, ne bougeons de notre demeure. L'alouette eut raison, car personne ne vint. Pour la 3e fois, le maître se souvint de visiter ses blés. Notre erreur est extrême, dit-il, de nous attendre à d'autres gens que nous. Il n'est meilleur ami ni parent que soi-même. Retenez bien cela, mon fils, et savez-vous ce qu'il faut faire? Il faut qu'avec notre famille, nous prenions dès demain chacun une faucille, c'est là notre plus court, et nous achèverons notre moisson. Quand nous pourrons, dès lors que ce dessein fut su de l'alouette, c'est ce coup qu'il est bon de partir, mes enfants, et les petits en même temps veulent tant ce culbutant et le gèrent tous sans trompette. Le chêne, un jour, dit au roseau, vous avez bien sujet d'accuser la nature, un roitelet pour vous est un pesant fardeau, le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête, tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr, encore si vous étiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir. Je vous défendrai de l'orage, mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous, redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté, sans courber le dos. Mais attendons la fin, comme il disait ces mots. Du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie, le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Eh bien, dit le roseau, le cyclone passé, il se tenait courbé par un reste de vent. Qu'en dites-vous donc, mon compère? Il ne se fût jamais permis ce mot avant. Ce que j'avais prédit n'est-il pas arrivé? On sentait dans sa voix sa haine satisfaite, son morne regard allumé. Le géant qui souffrait, blessé de 1000 morts, de 1000 peines, eut un sourire triste et beau. Et, avant de mourir, regardant le roseau, lui dit « Je suis encore chêne ». Socrate, un jour, faisant bâtir, chacun censurait son ouvrage. L'un trouvait les dedans pour ne lui point mentir, indigne d'un tel personnage, l'autre blâmait la face, et tous étaient d'avis que les appartements en étaient trop petits. Quelle maison pour lui, l'on y tournait à peine.
Plût au ciel que de vrais amis, telle qu'elle est, dit-il, elle pût être pleine. Le bon Socrate avait raison de trouver pour cela trop grande sa maison. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose, rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux du nôtre. Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami, couché, s'étonne. Il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. Auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés, voulez-vous qu'on l'appelle? Non, dit l'ami. Ce n'est ni l'un ni l'autre point. Je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu. J'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur. Il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien, tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime. Chacun tourne en réalité, autant qu'il peut, ses propres songes. L'homme est de glace aux vérités, il est de feu pour les mensonges. La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. La mort ne surprend point le sage, il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps, qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'ils ne comprennent dans le fatal tribut. Tous sont de son domaine, et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière est celui qui vient quelquefois. Fermez pour toujours leurs paupières, défendez-vous par la grandeur, alléguez la beauté, la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout, sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse, il n'est rien de moins ignoré, et puisqu'il faut que je le dise, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de 100 ans de vie se plaignait à la mort que, précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir, au moins. Est-il juste qu'on meure au pied levé, dit-il, attendez quelque peu. Ma femme ne veut pas que je parte sans elle, il me reste à pourvoir un arrière-neveu. Souffrez qu'à mon logis j'ajoute encore une aile, que vous êtes pressante, ô déesse cruelle. Vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience, et n'as-tu pas 100 ans? Trouve-moi dans Paris 2 mortels aussi vieux, trouve-m'en 10 en France. Je devais, se dis-tu, te donner quelque avis qui te disposât à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi? Plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus, tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement? Allons, vieillard, et sans réplique. Il n'importe à la République que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge on sortît de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage? Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir à des morts, il est vrai, glorieuses et belles, mais sûres, cependant, et quelquefois cruelles. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret. Le plus semblable aux morts meurt le plus à regret. Un mort s'en allait tristement s'emparer de son dernier gîte. Un curé s'en allait gaiement enterrer ce mort au plus vite. Notre défunt était en carrosse, porté, bien écumant, empaqueté et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été que les morts ne dépouillèrent.
Le pasteur était à côté et récitait à l'ordinaire maintes dévotes oraisons et des psaumes et des leçons et des versets et des répons. Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons, il ne s'agit que du salaire. Messire Jean Chouard couvait des yeux son mort comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor, et des regards semblaient lui dire, monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent et tant en cire et tant en autres menus coups. Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Certaines nièces assez proprettes et sa chambrière Paquette devaient avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heure survient. Adieu le char, voilà messire Jean Chouard qui, du choc de son mort, a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur, notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie. Proprement, toute notre vie est le curé Chouard qui, sur son mort, comptait. Et la fable du Potelet, Perrette, sur sa tête, ayant pris force coup, qu'aucun coussinet n'amortit, dit en pleurant à son époux qu'à l'avenir, par son aventure avertie, elle ferait attention et que dorénavant le lait rapporterait, sinon des veaux et des cochons, du moins ce qu'il valait. Fier de sa nouvelle résolution, le lendemain, Perrette partit pour la ville, ayant pris ce jour-là pour être plus habile son potelet dans ses deux mains, légère et courbatue. Elle allait à pas lents, prenant maintes précautions et surveillant sur le chemin les trous, les cailloux, les embûches, bref, tout ce qui fait qu'on trébuche, ne songeant à rien mais veillant à tout, et portant à son lait un soin dont son mari sans doute aurait été jaloux. Le voyage fut long, et sans qu'il soit besoin de le dire, mais ça va mieux en le disant bien laborieux, ses efforts furent récompensés, et sans l'ombre d'un encombre, avec son lait entier, elle entra au marché. Là, sur le banc qu'un maraîcher galamment lui abandonna, elle s'assit. Malheureusement, le cours du lait ces jours-ci était au plus bas. C'en était même une honte. Ce matin-là, le lait cotait, tenez-vous bien, 2 sous le litre, à l'ouverture, en prix moyen. C'était pitié. Ainsi, l'on tient compte qu'un potelet contient 3 litres bien tassés, quand il est plein, bien entendu. Notre laitière aurait vendu son lait 6 sous. C'était à prendre ou à laisser. Elle prit et empocha son dû sans discuter du prix. En 6 sous, c'est pas beaucoup, c'est à peine de quoi acheter un œuf. C'est bien un peu, un œuf, c'est bien décevant. Surtout quand on voit qu'il en manque encore 99 pour avoir un 102, ou même juste 2 pour faire une omelette. Perrette, au plus bas, répéta adieu, veaux, vaches, cochons, quant au couver, n'en parlons pas. Laissant là ses illusions, elle revint au domicile avec ses sous, les rapporta à son mari, qui les but dans l'après-midi et rentra complètement sous. Telle était la réalité. Moralité, que l'on veille ou que l'on se leurre, c'est pas avec du lait qu'on peut faire son beurre. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux, notez ces 2 points-ci. Cette fille volait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout, mais qui peut tout avoir. Le destin se montra soigneux de la pourvoir, il vint des parties d'importance, la belle les trouva trop chétifs. De Poitiers, quoi, moi, quoi, ces gens-là, l'on radote, je pense, à moi, les proposer, et là, s'ils font pitié, voyez un peu la belle espèce, l'un avait en l'esprit nulle délicatesse, l'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela, c'était tout, car les précieuses font dessus tout, les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs, elles, de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte, ils pensent que je suis fort en peine de ma personne, grâce à Dieu je passe mes nuits sans chagrin, quoique en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments, l'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. 1 an se passe, et 2, avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite, sans chaque jour déloger quelques jeux, quelques ris, puis l'amour. Puis c'est très choqué et déplaire, puis sans sorte de farce et soin de pur faire qu'elle échappa au temps. C'est un signe larron, les ruines d'une maison se peuvent réparer, que n'est cet avantage? Pour les ruines du visage, sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait, prenez vite un mari, je ne sais quel désir. Le lui disait aussi, le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse de rencontrer un malotru. Que le bon soit toujours camarade du beau, dès demain je chercherai femme.
Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, et que peu de beaux corps hôtes d'une belle âme assemblent l'un et l'autre point, ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. J'ai vu beaucoup d'hymens, aucun d'eux ne me tente. Cependant, des humains, presque les 4 parts, s'exposent hardiment au plus grand des hasards. Les 4 parts aussi des humains se repentent. Un homme de moyen âge et tirant sur le grison jugea qu'il était saison de songer au mariage. Il avait plus content, et partant de quoi choisir, toutes voulaient lui plaire. En quoi notre amoureux ne se pressait pas tant, bien adressé n'est pas petite affaire. 2 veuves, sur son cœur, eurent le plus de part, l'une encore verte, et l'autre un peu bien mûre, mais qui réparait par son art ce qu'avait détruit la nature. Ces 2 veuves, en badinant, en riant, en lui faisant fête, l'allaient quelquefois testonnant, c'est-à-dire ajustant sa tête. La vieille, à tout moment de sa part, emportait un peu du poil noir qui restait afin que son amant en fût plus à sa guise. La jeune saccageait les poils blancs à son tour. Toutes 2 firent tant que notre tête grise demeura sans cheveux. Et se douta du tour. Je vous rends, leur dit-il, 1000 grâces, les belles qui m'avaient si bien tondu. J'ai plus gagné que perdu, car d'hymen, point de nouvelles. Celle que je prendrais voudrait qu'à sa façon je vécusse, et non à la mienne. Il n'est tête chauve qui tienne. Je me suis obligé, belle, de la leçon. Dès que les chèvres ont brouté, certain esprit de liberté leur fait chercher fortune. Elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Et là, s'il est quelques lieues sans route et sans chemin, un rocher, quelques monts pendant en précipice, c'est où ces dames vont promener leur caprice. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. Or, 2 chèvres, donc, s'émancipant, toutes 2 ayant patte blanche, quittèrent les bas prés, chacune de sa part. L'une vers l'autre allait, pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre et, pour pont, une planche. 2 belettes, à peine, auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir avec Louis le Grand, Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient, pas à pas, nez à nez, nos aventurières qui, toutes 2 étant fort fières, vers le milieu du pont, ne se voulurent pas l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race, à ce que dit l'histoire, l'une certaine chèvre au mérite sans père, dont Polyphème fit présent à Galatée, et l'autre la chèvre Amalthée, par qui fut nourri Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune, toutes 2 tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune. Je ne suis pas de ceux qui disent « ce n'est rien, c'est une femme qui se noie ». Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions, puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit dans cette fable d'une femme qui, dans les flots, avait fini ses jours, par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps pour lui rendre cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, auteur de sa disgrâce, des gens se promenaient, ignorant l'accident. Ce mari, dont, leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace, nul, reprit l'un d'eux, mais cherchait la plus bas, suivait le fil de la rivière. Un autre repartit, non, ne le suivait pas, rebroussait plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclination dont l'eau par sa course l'emporte, l'esprit de contradiction leur a fait flotter d'autre sorte. Cet homme se raillait assez hors de saison. Et quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison, mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra. Et jusqu'au bout contredira. Et s'il peut, encore par-delà. J'ai lu dans quelque endroit qu'un meunier et son fils, l'un vieillard, l'autre enfant, non pas des plus petits, mais garçon de 15 ans, si j'ai bonne mémoire, allaient vendre leur âne un certain jour de foire, afin qu'il fût plus frais et de meilleur débit. On lui lia les pieds, on vous le suspendit, puis cet homme et son fils le portent comme un lustre. Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre, le premier qui les vit de rire s'éclata. Quelle farce, dit-il, vont jouer ces gens-là. Le plus âne des 3 n'est pas celui qu'on pense. Le meunier, à ces mots, connaît son ignorance. Il met sur pied sa bête et la fait détaler. L'âne, qui goûte fort, l'autre façon d'aller, se plaint, en son patois. Le meunier n'en a cure, il fait monter son fils, il suit, et d'aventure passent 3 bons marchands. Cet objet leur déplut. Le plus vieux au garçon s'écria tant qu'il put: « Oh là-haut, descendez, que l'on ne vous le dise, jeune homme qui menait laquais à barbe grise, c'était à vous de suivre, au vieillard de monter. Messieurs, dit le meunier, il vous faut contenter, l'enfant met pied à terre, et puis le vieillard
montre quand 3 filles passant, l'une dit c'est grand honte qu'il faille voir ainsi clocher ce jeune fils, tandis que ce nigaud, comme un évêque assis, fait le veau sur son âne, et pense être bien sage, il n'est, il me niait plus de veau. À mon âge, passez votre chemin, la fille, et m'en croyez. Après main, Colibet, coup sur coup renvoyé, l'homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe au bout de 30 pas. Une 3e troupe trouve encore à gloser. L'un dit, ces gens sont fous, le Baudet n'en peut plus, il mourra sous leur coup. Quoi? Charger ainsi cette pauvre bourrique, n'ont-ils point de pitié de leurs vieux domestiques? Sans doute qu'à la foire, ils vont vendre sa peau. Parbleu d'une meunier est bien fou du cerveau qui prétend contenter tout le monde et son père, essayons toutefois si par quelque manière nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux, l'âne se prélassant marche seul devant eux. Un qui dame les rencontre et dit, est-ce la mode que Baudet aille à l'aise et Meunier s'incommode? Qui de l'âne ou du maître est fait pour se lasser? Je conseille à ces gens de le faire en chasser, ils usent leurs souliers et conservent leur âne. Nicolas au rebours, car quand il va voir Jeanne, il monte sur sa bête, et la chanson le dit, beau trio de Baudet. Le Meunier repartit, je suis âne, il est vrai, j'en conviens, je l'avoue, mais que dorénavant, on me blâme, on me loue, qu'on dise quelque chose ou qu'on ne dise rien, j'en veux faire à ma tête. Il le fit, et fit bien. Si j'osais ajouter au mot de l'interprète, j'inspirerais ici l'amour de la retraite. Elle offre à ses amants des biens sans embarras, bien purs, présents du ciel qui naissent sous les pas. Solitude où je trouve une douceur secrète, lieu que j'aimais toujours ne pourrais-je jamais, loin du monde et du bruit, goûter l'ombre et le frais. Que si je ne suis né pour de si grands projets, du moins, que les ruisseaux m'offrent de doux objets que je peigne en mes vers quelques rives fleuries. La parque à filet d'or n'ourdira point ma vie, je ne dormirai point sous de riches lambris, mais voit-on que le somme en perde de son prix? En est-il moins profond et moins plein de délices? Je lui voue au désert de nouveaux sacrifices. Quand le moment viendra d'aller trouver les morts, j'aurai vécu sans soin et mourrai sans remords. Jean s'en alla, comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien su le dispenser, 2 parts en fit, dont il saoulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Ah bah oui, ça on est près les uns des autres. Donc c'est pas une... c'est le principe de ça, qui est un spectacle qu'on donne habituellement en public, bon, et qui n'est pas une succession de fables récitées. J'ai fait tout un montage, avec quelquefois 3 vers pris dans une fable, quelqu'un intervient, on bavarde en fait, un bavardage, comme ça après une soirée. On parle de certaines choses, et puis on raconte des histoires, au lieu que ce soit des histoires drôles, c'est des fables, ça. Bon. Donc c'est une chose... est vraiment continu, c'est-à-dire qu'à l'origine vous le faites d'une façon Continue. complètement continue, il n'y a pas une pause quoi. Il n'y a pas une pause. Vous avez un intermède, non? Non, il n'y a rien du tout. De musique? Non, il y a juste quelques notes de musique. Ça aussi, il faut que je vous en parle pour que vous me disiez comment vous mixerez, si on en tient compte ce matin. Effectivement, c'est ça le point important, c'est qu'on enchaîne. Bon, alors moi, ce que je voudrais, c'est pour eux en tout cas, c'est comme ça qu'on a travaillé. On l'a déjà fait beaucoup en public. Naturellement, on a, selon des choses qui nous font rire dans les fables, on réagit, on rit, on sourit. Ce qu'on ne fera pas là, parce que à l'oreille, ça passerait pas du tout, on ne comprendrait pas ce que c'est, puis ça ferait fouillis. Mais en tant qu'humeur, c'est ça. Oui, des gens qui bavardent agréablement. Et c'est essentiel parce que ce que je prétends, c'est ce qu'a souhaité Pierre aussi, dans ce disque qui n'a jamais été fait, on peut le rater, mais en tout cas ce sera une chose qui n'a jamais été faite, c'est que jusqu'à présent on a toujours récité des fables, solennellement, pompeusement, tout ça, bon ça emmerde tout le monde. Et moi je prétends qu'on doit, comme il le demandait lui-même, les raconter. C'est pour ça que ça s'appelle quand... si La Fontaine me décomptait, parce que c'est vraiment des histoires qu'on se raconte sans pérorer, c'est très parlé, c'est très fluide. Vous étonnez pas, même on essaiera que ça ne soit jamais
précipité, mais c'est très volubile. Hein, c'est pas du tout installé, c'est pas du tout posé. Le principe général, puis il y a des femmes qui le sont davantage. Alors, naturellement, je pense que de vous-même, vous savez, c'est votre métier, selon les timbres des uns et des autres, selon le climat, vous faites chanter ça à votre gré sur votre console. Mais nous, le principe essentiel, c'est qu'on se raconte des histoires. Donc, en principe, on ne s'arrête pas. Cela dit, primo, il peut nous arriver, nous, d'avoir un petit accrochage, naturellement. On s'arrête, et à ce moment-là, première chose que je vais vous demander, on s'arrête, et on reprend, après un petit temps, 2 vers avant. Non, c'est-à-dire que là, on est parti sur l'idée de le faire en direct to disc, c'est-à-dire sur l'ordinateur. Donc on peut très bien réenregistrer un point très précis. C'est ça. Donc vous entendez la faute. Vous entendez le texte qui précède, et au moment de la faute, vous enchaînez immédiatement comme si vous enchaîniez naturellement. Et ça va. Mais en reprenant quand même l'endroit où il y a eu la faute. Bien sûr, bien sûr. Mais vous n'avez pas à marquer un temps d'arrêt, c'est ça que je veux dire. Ah, très bien. Ah, bah oui, ça c'est facile. Non pas que je souhaite qu'on accroche, mais on peut très bien l'accrocher, puisque... En fait, le montage, on le fait au fur et à mesure, si vous voulez, de l'enregistrement. Très bien. Ah ben, formidable. Voilà. Formidable. Bon. Alors, évidemment, vous aussi, n'hésitez pas à nous arrêter s'il y a une chose qui vraiment vous fait dire... Mais quand même, techniquement, moi, ce qui m'arrangerait, ce serait quand même de faire des césures, c'est peut-être réussir à faire... Oui. Je ne sais pas combien on peut faire de modules, quoi, disons, de fables, réussir à faire quelques césures quand même, parce que moi, ça permet techniquement de vérifier tout avec bien. Ben, ça, on peut en faire. Sur la distance, on peut en faire une dizaine, y compris les césures obligées de musique. Oui, bien sûr. Ben, si vous voulez, ça, on peut les définir tout de suite. Et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La vanité nous est particulière. Les Espagnols sont vains, mais d'une autre manière. Leur orgueil me semble, en un mot, beaucoup plus fou, mais pas si sot. On peut presque dire qu'il végète plutôt qu'il ne vit. Il est là, dans le taillis, dans la clairière, le pied dans les mousses, la tête sous les feuilles, l'esprit dans le mystère. Absortent leurs tâches, dès que Thétis. La folie et l'amour jouaient un jour ensemble. Celui-ci n'était pas encore privé des yeux. Une souris de ma taille et de ma dépense est-elle à charge en ce logis? Affamerai-je à votre avis l'hôte, l'hôtesse? N'ai-je pas 4 pieds, aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère, lourd, on ne l'a qu'ébauché. Jamais, s'il me veut croire, il ne se fera peindre. Lourd venant... Une nuit, que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos 2 amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime, éveille les valets,